La saison 2025-2026 du Real Madrid n'a pas encore commencé, les joueurs sont évidemment encore en vacances, ils vont faire ensuite une mini préparation et mini pré-saison en vue du premier match de Liga le 18 ou 19 août contre Osasuna à domicile. Le Real Madrid, tout comme Alonso, savent très bien qu'il y a beaucoup de chantiers et de dossiers chauds à gérer dans l'effectif, entre le mercato, voir si on peut encore peaufiner l'effectif, même s'il faut encore dégraisser pour l'instant pour faire de nouvelles recrues à des postes majeurs comme le milieu créatif ou pourquoi pas encore en défense centrale. On sait qu'Alonso a beaucoup de choses à faire entre les égos à gérer, certains joueurs à positionner, d'autres à repositionner, d'autres à confirmer ou peut-être d'autres à montrer la sortie en tout cas après ses consignes. Mais globalement, Alonso aura 5 priorités à gérer selon moi pour qu'on retrouve les sommets pour la saison 2025-2026 avec, on l'espère, beaucoup de trophées majeurs qu'on n'a pas su garder ou récupérer la saison dernière. D'ailleurs, la 5e priorité est à mon sens la plus importante, du coup reste bien jusqu'à la fin de la vidéo pour l'écouter, surtout qu'en plus je ferai une vidéo complémentaire à ce 5e point si t'es chaud d'avoir plus de détails et d'analyses. Et oublie pas de t'abonner pour pas manquer ça si t'es fan du Real Madrid, du football et bien sûr de mes analyses. Ça fait toujours plaisir de voir que la communauté s'agrandit de plus en plus. On va tenter de viser les 200 000 abonnés en 2026. Merci à tous. D'ailleurs, pour ceux qui sont sur téléphone, apparemment, il y a un bouton booster qui doit apparaître en dessous des vidéos maintenant qui viennent de sortir. Si vous appuyez dessus, ça fait gagner des points à ma vidéo pour qu'elle soit plus recommandée. Donc si jamais vous avez la fonction booster, appuyez dessus, c'est comme mettre un pouce bleu, ça vous coûte rien, ça prend 2 secondes et moi ça m'aide en tout cas beaucoup. Première priorité de Xabi Alonso au Real Madrid pour la saison prochaine, c'est évidemment d'instaurer une méritocratie et une compétitivité importante, mais au-delà de ça, d'améliorer la défense en choisissant une défense titulaire presque dès le départ et en sachant pertinemment que la défense est quand même un chantier extrêmement chaud qui nous a coûté des matchs, des points et des compétitions toute la saison dernière. On sait que Xabi Alonso a eu quand même plus de clémence de la part du club en lui offrant des recrues qu'on a refusé à Ancelotti quand t'avais la moitié de la défense qui était blessée, t'as des jeunes qui ont dû monter, t'as des milieux qui ont dû descendre en défense et forcément c'était impossible de tenir comme ça toute la saison. Avec en plus Rudiger qui a joué avec le genou pété et qui a dû jouer sous infiltration en serrant les dents dans les plus gros matchs jusqu'à être quasiment à bout en Copa del Rey contre le Barça. Mais aujourd'hui, Alonso a tous les outils à tous les niveaux pour l'instant quasiment pour appliquer son jeu à 5 défenseurs avec 2 pistons, 3 centraux ou même s'il veut jouer à 4 au pire il a tout ce qu'il faut pour gérer. Mais globalement, Alonso doit quand même imposer des hommes forts en défense centrale parce que la défense, bien que comme je l'ai dit la méritocratie fera la différence, c'est le poste et la ligne en tout cas de jeu où tu peux te permettre le moins d'expérimentation. Il suffit qu'un joueur, on l'a vu au mondial des clubs, comme Rudiger ou Asensio, soit pas en forme, soit pas à 100% physiquement et mentalement pour te couler une saison, un match et une compétition. Et ça, malheureusement, tu peux pas te le permettre. Aujourd'hui, tu mets un David Alaba titulaire. Honnêtement, je fais une syncope si on joue contre le Barça. Je te dis tout de suite. Asensio, autant je suis serein sur le fait qu'il va se reprendre et que le mondial des clubs, avec son affaire judiciaire, etc., ce sera loin derrière lui d'ici peu et qu'il va redonner, en tout cas, une belle image comme il l'a fait contre Liverpool, le Barça, contre Bilbao et globalement sur l'ensemble de la saison, bien qu'il avait fait quelques erreurs, un peu bien sûr en manque d'expérience et ce que tu veux. Mais pour moi, il a des qualités importantes et j'espère que Rudiger retrouvera son niveau. Bien que Rudiger m'énerve énormément, au-delà de sa blessure et son manque de rythme, c'est un mec qui te sort toujours de sa position, qui tactiquement est beaucoup trop fou et instable, qui va presser les joueurs adverses au lieu de rester sur la ligne défensive et des fois on prenait trop de buts et d'occasions parce qu'il désertait la défense au lieu de laisser les milieux de terrain justement s'occuper du porteur du ballon. Et aujourd'hui, dans le système d'Alonso, tu as besoin de rigueur et de stabilité. Özcan, il a montré l'exemple dès le début dans le mondial des clubs. Le seul match où il était pas là, on s'est fait bouffer. Je dis pas que s'il avait été là contre le PSG, on n'aurait pas subi autant. Mais en tout cas, on n'aurait pas pris les 2 premiers buts si c'était lui à ces postes-là. Ça c'est clair et net. Mais en tout cas aujourd'hui, sachant que Konaté est pas encore présent et que peut-être il le sera pas avant l'été prochain, donc en l'état des forces actuelles, Özcan est titulaire indiscutable et je mettrai peut-être éventuellement, s'il revient, je dis bien, s'il revient bien de ces 2 ligaments croisés et à un niveau potentiellement intéressant, Militao, Özcan, et sachant qu'on a un milieu de terrain avec Tchouaméni qui joue souvent reculé comme un 3e central dans nos phases de possession, ça peut être extrêmement intéressant de jouer comme ça. Avec Tchouaméni, Özcan, Militao ou éventuellement Asensio à la place de Militao, ça peut être parfait. Tu auras un ensemble jeune, cohérent, équilibré, plutôt bon à la relance et dans le jeu long, et qui à mon sens est extrêmement rapide et bon à tous les niveaux, tu vois. Et cette stabilité, elle nous a manqué. Des rampes de lancement, ça nous a manqué. De la créativité depuis derrière, ça nous a manqué. Et des gens qui respectent la tactique, s'ils sont bien sûr à plein niveau et qui font pas de boulettes, ça peut être très bien.
Sauf qu'aujourd'hui, évidemment, Konaté, dans la balance, s'il vient, c'est titulaire indiscutable au niveau de la stabilité, sérénité, vitesse, puissance, expérience. Le mec, il sera titulaire indiscutable. Mais aujourd'hui, en l'état actuel, moi, je jouerais comme ça. Avec Tchouaméni qui redescend en défense centrale avec Militao ou Asensio et surtout Euchen titulaire. Et après, t'as les deux pistons, donc Carreras ou Fran Garçon à côté, Arnold ou Carvajal de l'autre. Et c'est très bien. Et pour moi, ce chantier-là est quasiment réglé. Aux autres de sortir les doigts pour regagner leur place, mais en tout cas, beaucoup trop d'erreurs ont été commises et à mon sens, au bout d'un moment, faut sanctionner. La deuxième priorité que je mélangerai à la troisième, c'est évidemment le rôle de Arda Güler. Arda Güler qui est à mon sens est la pièce maîtresse du jeu de Xabi Alonso aujourd'hui, qui dans cette capacité à décrocher, récupérer des ballons, à organiser le jeu, à se propulser avec le ballon, casser des lignes et pourquoi pas jouer dans les bonnes zones pour distribuer des caviars dont lui seul a le secret, avec une capacité de toujours orienter son corps comme il faut dans le bon sens du jeu, de toujours donner en une deux touches dans les profondeurs ou entre les lignes des ballons, pareil, qui mettent sur orbite les attaquants ou les milieux ou nos latéraux maintenant. Et aujourd'hui, Arda Güler ne doit plus sortir du 11. Évidemment, il faut encore qu'il prouve ce qu'il a montré au Mondial des clubs sur le court, le moyen et le long terme. Mais aujourd'hui, Arda Güler, au-delà de la déception qu'il peut avoir de ne pas avoir récupéré le numéro 10 de Modric, doit prouver sur le terrain que le vrai numéro 10 en tant que tel, c'est lui de base. Tout comme Pedri au Barça qui est capable d'organiser, d'attaquer, de défendre et de compléter à merveille, de bonifier le jeu des autres, Arda Güler, il a le talent pour faire la même chose. Et c'est exactement ce que j'attends de lui, bonifier le jeu, tout comme ses coéquipiers, et en tout cas être décisif, et je suis persuadé que dans ce système-là, il fera 15, 20 ou peut-être 25 passes décisives dans la même saison. Et vous allez voir qu'il va être totalement titanesque. S'il joue bien, et qu'en plus il continue de progresser en défense et dans le jeu sans ballon, mais on va avoir une arme turque titanesque et ultra complète, comme on peut avoir déjà avec Jude Bellingham, tu vois. Et Arda Güler, à mon sens, il a des éléments de projection impressionnants. Et la confiance que lui donne Alonso contrairement à Ancelotti, ça fait la différence. On voit un joueur libéré qui se fait plaisir et qui aujourd'hui n'a pas peur de combiner, de tirer, de finir, d'être à la construction comme la finition et globalement il rayonne. Et tout comme la Turquie a une belle génération avec Arda Güler, avec aussi le joueur notamment de la Juventus et plein d'autres, bah aujourd'hui Arda doit montrer que le Real a eu raison de compter sur lui et c'est maintenant ou jamais à mon sens. De l'autre côté, on sait très bien que Jude Bellingham ne sera pas là jusqu'au mois d'octobre, avec les différentes trêves, etc. Il va rater une dizaine de matchs environ. Mais aujourd'hui, on a un milieu de terrain qui, comme je l'ai dit, si Tchouaméni redescend comme un troisième central, si Valverde occupe bien sûr la poste, parce qu'il est titulaire indiscutable en tant que capitaine aussi, et leader vaillant évidemment sur le terrain avec Arda, il manque un troisième milieu de terrain. Parce que tu as les trois défenseurs avec Euchen, éventuellement Tchouaméni et éventuellement Militao ou Asensio ou Rudiger. Tu as les deux pistons, comme je l'ai dit, Arda et Valverde, parce que Tchouaméni et Valverde ensemble ça fonctionne pas. Il te manque le milieu de terrain qui sera plutôt comme un 10, etc. Et à côté, tu auras bien sûr devant eux Vinicius et Mbappé. Sauf que même si imaginons que tu places Tchouaméni, Valverde et Arda Güler en 10, comme je te l'ai dit, ça peut pas forcément le faire. Parce que si Tchouaméni recule, ou alors si éventuellement il recule pas et que tu laisses en paire avec Valverde, ça risque de coincer beaucoup parce que dans tous les cas, Arda Güler doit reculer d'un cran pour organiser le jeu et tu peux avoir au bout d'un moment des joueurs qui se marchent dessus et c'est pas forcément la bonne solution. Là où justement Arda Güler de manière placée en 8 et Valverde plutôt en 6-8, bah ça permet justement d'avoir cette complémentarité, cette activité et cette domination dans le jeu avec quelqu'un d'intelligent où c'est difficile de lui prendre le ballon et partir depuis plus loin, monter le bloc petit à petit, etc. Là où le contrôle, tu l'as pas avec Tchouaméni et Valverde ensemble, tu vois. Donc aujourd'hui, si tu veux avoir une chance peut-être de contrôler encore plus le jeu, éventuellement tu mets Brahim ou pourquoi pas Mastantuono en numéro 10. Il y a d'autres possibilités aussi éventuellement, mais aujourd'hui, sachant que Rodrigo est annoncé partant, Rodrigo, je le mettrai pas dans cette zone-là du coup, parce qu'aujourd'hui, dans ma tête, c'est comme s'il était partant. S'il reste, pourquoi pas à lui qui se revendique à ce poste-là en l'absence de Jude Bellingham. Mais c'est vrai que dans l'activité, Brahim va avoir beaucoup de choses, en tout cas, à revendiquer sous Xabi Alonso. La qualité technique, on avait vu en l'absence de Jude qu'il était capable, la saison 2023-2024, d'assurer un intérim important, d'être plus que décisif. Et à mon sens, il aurait dû être titulaire à l'époque devant Rodrigo qui était bien moins bon que lui sur la même période en tout cas, ou du moins beaucoup plus irrégulier et inconstant. Mais là aujourd'hui, Brahim doit montrer que le club en plus l'a prolongé, qui doit rendre cette confiance, être bon titulaire comme remplaçant et ne pas se contenter d'être un second couteau et prouver à Alonso qu'il peut se tromper à son sujet, qu'il le voit pas pour l'instant comme un titunaire en puissance. Mastantuono,
Évidemment, ce sera sa première saison d'adaptation. On ne sait pas ce qu'il vaut après ce qu'il a fait à River Plate. On verra comment il s'adapte bien sûr à la pression du Real Madrid. Mais ça peut être une très très belle surprise en 10 ou de base comme il est placé en tant que milieu offensif droit et globalement ailier droit, entre guillemets ces postes-là plutôt à droite. Mais en 10, il peut parfaitement le faire et des fois apporter cette présence qui peut manquer parce que Mbappé et Vinicius se débattront entre l'axe et le côté gauche, laissant souvent le côté droit vide. Et du coup, Mastantuono peut se déplacer en tant que milieu offensif droit et l'axe évidemment pour combiner et après pourquoi pas prendre le couloir à son compte. C'est possible. Mais aujourd'hui, je pense qu'en l'absence de Bellingham, avoir un Arda pas forcément 10 mais plus reculé et le combiner à Valverde, Brahim ou Mastantuono devant, ça peut être le bon compromis. Après, si honnêtement tu veux garder Tchouaméni en défense et éventuellement mettre Arda en 10, t'as l'option Camavinga. Camavinga en 6-8 avec Valverde, ça marchera sûrement beaucoup plus dans cette capacité à porter la balle, à répéter les efforts, avoir cette qualité technique au-dessus de la moyenne pour Camavinga normalement, c'est plus intéressant que Tchouaméni et Valverde ensemble. C'est tout à fait possible et ça permettrait au passage de faire une parfaite transition avec mon point 4 qui est bien sûr la gestion de l'effectif, les rotations et pourquoi pas relancer les joueurs qui n'ont pas réussi une belle saison tout comme Brahim et Camavinga. Parce que déjà le fait de changer de dispositif, de tactique et de façon de faire, ça va forcément peut-être mettre plus en valeur certains profils en fonction de leurs compétences et avec qui ils vont matcher plus ou moins proche sur le terrain et ça va peut-être perturber d'autres joueurs. Là on voit que Fran Garcia par exemple en tant que piston il se la régale, ce sera peut-être pas le cas de certains joueurs qui au milieu seront un peu perdus, seront pas forcément à l'aise avec un peu moins de liberté ou en défense c'est pareil ou en attaque c'est pareil. Mais aujourd'hui Camavinga doit prouver qu'il a sa place au Real Madrid tout comme des Brahim etc. Et aujourd'hui Kama après plusieurs saisons où il a pas encore vraiment explosé malgré de belles promesses à certains points, beaucoup d'erreurs ont été commises qu'il faut qu'il rattrape. Au-delà bien sûr d'une condition physique qu'il doit améliorer pour ne plus se blesser et pas manquer de rythme au pire moment de la saison, mais aujourd'hui Camavinga peut être aussi, tout comme Arda Güler, une très belle surprise cette saison sous Alonso, tout comme Brahim peut l'être, tout comme d'autres peuvent l'être. Se revendiquer avec le bon état d'esprit et mettre enfin ses compétences au service de l'équipe et montrer que ça y est, t'es intronisé, ça y est, c'est aux autres maintenant de batailler pour récupérer ta place et pas toi batailler pour avoir ta place, mais s'il faut toujours batailler pour la garder. Camavinga, c'est à mon sens en ce moment une déception. Et s'il peut briller, c'est en l'absence de Jude Bellingham. Si en l'absence de Jude Bellingham, il brille pas, je vois dans aucun monde où est-ce qu'il pourra briller et quand. Et franchement, ça me ferait de la peine de le voir partir en première ligue ou je sais pas où pour je sais pas combien, parce que c'est du talent, il est encore jeune, et il a une marge de progression qui est phénoménale, mais au bout d'un moment, quand un joueur est décevant, tu peux pas le garder infiniment, tu vois. Vous remarquez que j'ai pas spécialement parlé de Ceballos, même si Alonso veut le garder et tout ça, parce que comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, Ceballos, il m'a encore plus déçu que Camavinga, parce que malgré des temps de jeu importants, un rôle qu'il aurait pu bien tenir pour gérer le jeu, il a été pas dire éclaté, mais il a pas fait de folie, il a pas été transcendant. Pour moi, ça a jamais été un joueur de très 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 haut niveau, à part sur de très rares périodes. Et Arda Güler récupère un peu ce rôle de milieu créatif que Ceballos aurait dû avoir de base. Et associer Ceballos et Arda Güler, franchement, ça me fait pas rêver, quoi. Et puis dans tous les cas, pour gérer les égos du vestiaire, il faudra forcément aussi faire tourner, etc. Donc tout le monde aura au bout d'un moment sa chance, à question de faire les efforts, bien sûr de défendre, d'attaquer tous ensemble, et surtout, de comprendre qu'au bout d'un moment, les gars, faut être décisif, il faut arrêter de se dormir dessus. Et le dernier point de la vidéo que je pense ferait de manière beaucoup plus complète en vidéo, si vraiment vous êtes chaud que je la fasse d'ici peu, d'ailleurs ça peut même être fait pour demain, si vous êtes beaucoup à la demander aujourd'hui, c'est bien sûr faire jouer Vinicius et Mbappé ensemble. Non, ça va être très simple. Gonzalo Garcia sera titulaire avec soit Mbappé, soit Vinicius. Celui qui sera pas bon, il ira sur le banc et au pire, il sera vendu au prochain mercato en 2026. Mais dans tous les cas, aujourd'hui, Mbappé et Vinicius, qu'ils s'aiment ou qu'ils s'aiment pas, ça nous regarde pas. Qu'ils se battent pour des salaires ou pas, avec leur entourage, ça nous regarde pas. Qu'ils veulent le statut de leader ou qu'ils veulent pas le partager, ça nous regarde pas. Nous, aujourd'hui, ce qui nous regarde, c'est les résultats sportifs. On veut que les deux tirent l'équipe vers le haut, que les deux se montrent comme des leaders, que les deux se disputent le ballon d'or s'ils veulent, mais qu'ils coopèrent en même temps pour l'avoir. Ou au pire, que l'autre l'ait, et etc. Et en tout cas, que simplement, au-delà de tout ça, que l'équipe est plus importante que leurs pommes, que les individualités, et qu'on retrouve la Ligue des Champions dans le palmarès en 2026. Après qu'ils se disputent le ballon d'or avec la Coupe du Monde et celui qui la gagnera, mais globalement,
évidemment aujourd'hui, Vinicius et Mbappé, s'ils n'ont pas compris en voyant le PSG jouer, en voyant Liverpool jouer, City jouer ou ce que tu veux, que le collectif c'est le plus important, que Dembélé va prendre le ballon d'or avant eux et que là, les efforts qu'ils ont fait les Parisiens, eux aussi doivent le faire pour coopérer ensemble et arrêter d'être égoïstes ou ce que tu veux et passer des paliers simplement en tant que joueurs qui deviendront plus complets en faisant les efforts, le pressing, etc. Et pas en disant si lui le fait pas, moi je le fais pas non plus et en boudant comme des gamins. Aujourd'hui, Vinicius et Mbappé devront jouer ensemble et faire les efforts. S'ils font pas les efforts, les 4 autres priorités que je vous ai dit tout à l'heure, elles seront invalidées. Et tu peux mettre 10 priorités si tu veux, sans priorité. Si les 2 attaquants et donc 2 joueurs sur 11 ne font pas les efforts, on est mort. Et moi, j'ai ma petite idée sur comment Xabi Alonso fera jouer Vinicius et Mbappé ensemble. Je peux te faire une vidéo d'analyse tactique et de tableau noir pour te montrer comment c'est possible, avec évidemment des côtés hypothétiques, mais aujourd'hui, il y a quand même des choses factuelles dans le football qui peuvent aider des profils similaires et complémentaires pour jouer ensemble. Mais aujourd'hui, en tout cas, si jamais ça t'intéresse, tu me le dis, mais je pense qu'on sera tous d'accord pour le dire, faire jouer ce duo au plus haut niveau ensemble, ça peut être exceptionnel. Ça peut être exceptionnel. Enfin bref, dis-moi en commentaire tout ce que tu penses de cette longue vidéo. Abonne-toi, coche la cloche, mets le petit pouce bleu. N'oublie pas l'option booster la vidéo sur mobile ou sur PC, je sais même pas si c'est disponible partout. Ça m'aidera beaucoup et je te dis à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao mon gars.